L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Shavua Tov, Daniel. Alors, ce matin, vous allez nous parler d'un événement en marge d'un événement terrible que tout le monde connaît, qui s'est produit le 9 novembre 1938. C'est la guerre, c'est la nuit de cristal, la fameuse terrible nuit de cristal. Mais vous allez nous parler de ce qui s'est produit après, c'est-à-dire juste aujourd'hui, il y a bien longtemps, c'est-à-dire il y a presque 80 ans. C'est-à-dire c'est l'impôt imposé par les nazis à la communauté juive après la nuit de cristal. C'est complètement fou quand on y pense, mais nous sommes donc ce 12 novembre 1938. La communauté juive allemande vient de subir, j'ai envie de dire, que le début d'années extrêmement difficiles. Et en fait, ils viennent de vivre donc ce pogrom terrible qui est la nuit de cristal. Et voici que l'État allemand, donc le Reich, avec Adolf Hitler à sa tête, demande à la communauté juive de rassembler une somme qui est impossible à rassembler, 1 milliard de marks allemands, afin de payer les dégâts qui ont été commis pendant la nuit de cristal. Bien entendu, les dégâts qui n'ont pas été commis par les juifs, bien au contraire. Alors, je vais quand même rappeler quelle était cette nuit de cristal, cette Kristallnacht, qui a été réalisée vous l'avez dit, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, en Allemagne ainsi qu'en Autriche, annexée dans la région des Sudètes, donc en Tchécoslovaquie, qui était occupée par les Allemands. Alors, il faut rappeler que c'est une nuit qui a été principalement initiée par les fonctionnaires du parti nazi, par les membres de la SA et des jeunesses hitlériennes. Et le nom, en fait, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la nuit de cristal? Parce que ça rappelle tous ces éclats de vitres qui ont jonché les rues à la suite du pogrom, puisque dans cette nuit-là, on a brûlé et cassé des synagogues, des magasins, des centres communautaires et des maisons qui appartenaient à des juifs. Tout cela, ce sont des endroits qui ont été pillés et mis à sac par les Allemands. Alors, la nuit de cristal, les autorités allemandes ont dit que c'était une explosion de colère spontanée et populaire en réaction à l'assassinat d'Ernest von Rass. Alors, celui-ci était le 3e secrétaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris, qui a été assassiné quelques jours plus tôt, le 7 novembre 1938, par Herschel Grispan, qui est un juif polonais qui a 17 ans, qui vient d'apprendre que ses parents font partie des milliers de juifs de nationalité polonaise qui vivent en Allemagne, qui vont être expulsés du Reich. Il sait qu'ils n'auront... ses parents ne savent pas où aller. Lui-même se trouve à Paris de façon illégale, et comme il est désespéré, il cherche à se venger de cette précarité dans laquelle se trouvent ses parents. Il se présente à l'ambassade d'Allemagne et tire sur le diplomate qui va le recevoir. Von Rath va mourir 2 jours après cette attaque, donc le 9 novembre, qui est en même temps le jour d'anniversaire du putsch de la brasserie, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1923. Et donc, comme c'est une date qui est importante, on repousse entre guillemets un tout petit peu, on décide d'utiliser l'événement en fait comme un prétexte pour déclencher ces hostilités antisémites. Joseph Goebbels, qui est donc le ministre de la propagande, va tout simplement faire un petit discours dans lequel il va dire que cet assassinat est le résultat d'un complot de la communauté juive mondiale, et il annonce que le Führer a décidé que des manifestations ne devraient pas être préparées ou organisées par le parti, mais si elles éclataient spontanément, elles ne devaient pas être entravées. Au final, c'est bien l'inverse qu'il se passe, puisque on a des missives un peu partout autour des dirigeants régionaux du parti qui donnent des instructions au bureau, et c'est ainsi que le 10 novembre, donc à 1h20 du matin, Heinrich Heydrich, qui est le chef de la police de la sécurité, il envoie un télégramme, et c'est ainsi que dans toutes les antennes de police d'État et les directions SA et la jeunesse hitlérienne commencent à saccager ces maisons et ces bâtiments qui appartiennent à des juifs. Bien que ça soit... on a essayé de baisser le nombre de personnes qui sont mortes, mais au final, on a plus de 90 personnes qui vont mourir. On va avoir 267 synagogues qui vont être détruites. On va avoir énormément de feux
dans cette nuit-là, puisque d'incendie. Et les pompiers d'ailleurs avaient reçu l'instruction de laisser brûler. Et il fallait juste empêcher que les flammes... Alors c'était uniquement à Berlin, ou alors c'était dans tout le pays? C'est dans toute l'Allemagne, et c'est pas seulement toute l'Allemagne, c'est dans tout le Reich. C'est-à-dire que dans le Reich, il faut y rajouter l'Autriche, il faut rajouter la région des Sudètes qui fait partie de la Tchécoslovaquie. Et en fait, on va avoir plus de 7000, donc on a 267 synagogues qui vont être détruites. 7500 établissements commerciaux qui appartiennent à des juifs qui vont être aussi, dont les vitres vont être brisées et dont leurs marchandises vont être pillées. Des cimetières juifs qui vont être profanés dans plusieurs régions. Et ce qui est surtout important de dire, c'est que, à part le fait qu'on a 91 juifs qui vont mourir, on va avoir aussi énormément de personnes qui vont se suicider après ces violences, on va avoir énormément de viols. En fait, la communauté juive allemande, bien qu'elle ait vu Hitler monter au pouvoir depuis 1933 et bien qu'il y ait un sentiment que les choses vont mal, là d'un seul coup, la situation devient catastrophique. Et donc le 12 novembre, c'est le pompon, j'ai envie de dire, voilà. Puisque ces populations qui viennent de vivre des moments très très difficiles, d'un seul coup, donc non seulement ils ont leurs frais, il faut qu'ils se remettent, et d'un seul coup on leur demande de payer cette somme qui est astronomique, et c'est juste à ce moment-là, en plus dans les semaines qui vont suivre, en fait le gouvernement allemand va promulguer toute une série de lois et de décrets qui va viser à exproprier les juifs de leurs biens et à les priver de leurs moyens de subsistance. Et ce qui est le plus important dans toute cette histoire, c'est qu'il faut rappeler que ces juifs n'ont pas où aller. Il n'y a aucun pays dans le monde qui les accepte. Ils veulent s'enfuir, mais où? Et donc ils se retrouvent dans une situation complètement folle où ils sont prisonniers d'un pays qui ne leur fait que du mal. Voilà. Et c'est donc à la date d'aujourd'hui qu'on va leur demander, on va culminer entre guillemets avec cette demande d'un milliard de marks, qui est une somme presque impossible à collecter à ce moment-là. Eh bien, merci Eliana de nous avoir rappelé ce triste souvenir, cette nuit de cristal, et les répercussions, les conséquences de cette nuit de cristal, bien entendu, prélude à la Shoah, la terrible Shoah. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous rappeler ce triste souvenir. Nous allons marquer une petite pause, un jingle, et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.